Où que nous allions, cette famille est notre forteresse, cite Jack Sully dans le film Avatar 2, La Voix de l'eau. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans ce 21e épisode Confidence de dirigeants qui sera consacré cette fois-ci à l'esprit et à l'amour de la famille. J'ajouterai également à la persévérance et à l'humilité qui font les grandes réussites. Cette citation résume à elle seule la clé et la force de l'incroyable succès de la famille Trigano depuis plusieurs générations. Un grand-père talentueux qui arrive en France avec dans ses valises le sens du commerce, le soleil de l'Algérie et d'excellentes idées. Doté d'une fine intuition, il fonde l'entreprise Trigano après la guerre, qui poursuivra son développement grâce à Gilbert, son fils, qui fonde et devient président-directeur général en 1963 du Club Méditerranée. Dès lors, l'esprit si particulier du club se répandra dans le monde entier au travers de ses hôtels multicolores, accueillis par des gentils organisateurs souriants et dévoués pour que nous puissions passer des vacances de rêve. Un concept du bonheur clé en main qui sera toute sa signature et le point de départ de bien d'autres rêves. Je demande dans le jeu de cette famille le petit-fils, Serge Trigano, qui fut élevé par cette joyeuse famille, baigné par les récits extraordinaires de son père et l'ascension fulgurante de ce groupe. Bonjour Serge, soyez le bienvenu. Bonjour à vous. Après vos études, vous rejoignez la grande famille des Géos et développez vos talents de communicant. Vous devenez chef de village et prenez la suite de la direction de la filiale américaine, puis la direction des opérations mondiales du club. Entre-temps, coup de foudre, vous rencontrez votre perle, Gisela, qui deviendra votre épouse et qui vous donnera 2 fils aimants, Benjamin et Jérémy. Vous vivez des années fabuleuses, entièrement dédiées au Club Med, entouré et soudé par cet esprit de famille qui vous caractérise. Malheureusement, tout bascule en 1989, après la tragédie de l'accident du Cap Skirring. Votre père épuisé démissionne et vous transmet les rênes de l'entreprise. Mais la situation économique mondiale et les conflits de l'époque jouent contre la croissance. Des choix stratégiques malheureux, et c'est la chute vertigineuse sur fond de trahisons indigestes. Serge, vous êtes sorti brutalement du groupe et sans égard. Déterminé à vous relever et à rebondir, entouré par vos 2 fils, vous consacrez votre énergie et vos fonds à un projet hôtelier au Maroc qui sera malheureusement brutalement arrêté. Entre-temps, le sort s'acharne et votre père tire sa révérence. Après 4 années de traversée du désert, c'est enfin la renaissance grâce à une rencontre et à cette solidarité familiale sans faille. Je vous laisse découvrir, chers auditeurs, cette nouvelle aventure entrepreneuriale exceptionnelle et riche en succès signée Serge, Benjamin et Jérémy. Serge, quels sont les souvenirs qui ont marqué votre enfance ? Les souvenirs qui ont marqué mon enfance, à côté d'une scolarité médiocre et sans grand intérêt, c'était les récits de mon père qui revenait de prospection pour le club et qui me racontait comment il arrivait à essayer de séduire des chefs d'État, des entrepreneurs, des financiers sur le club et sur ce métier des vacances qui était en train de naître à l'aube des années 50. Quel enfant étiez-vous ? Qu'est-ce qui vous a forgé votre caractère ? Un enfant un peu timide, un enfant choyé par des parents d'exception, par des sœurs adorables, une enfance facile, joyeuse et sans problème. D'où vient cette énergie que vous déployez ? Pour moi, tout se lie à la famille, tout se lie au portrait du père, personnage exceptionnel, emblématique, d'une mère dans l'ombre, mais tout aussi exceptionnelle. C'est eux qui m'ont forgé, c'est eux qui m'ont aidé à me fabriquer, c'est eux qui m'ont aidé à traverser des moments difficiles. Quelles sont les valeurs qui vous animent particulièrement aujourd'hui ? C'est l'ouverture sur les autres. Ce qu'on essaye de faire dans la famille Trigano depuis 3 générations maintenant, c'est l'envie de créer des lieux et d'en faire des lieux dans lesquels chacun, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son statut, se sente bien, se sente à l'aise, se sente heureux et de faciliter l'accession au bonheur pour tous. Vous avez grandi avec le Club Med. Pourriez-vous nous raconter sa naissance et son esprit ? Ça, c'est une longue histoire. Le club naît dans l'imagination d'un homme qui s'appelle Gérard Blitz, qui est un grand sportif belge, qui par hasard rencontre Gilbert, qui à l'époque dirigeait une affaire de camping. Et les premiers villages du club étaient en tente de camping. C'est comme ça que les choses se font entre eux. Et la guerre vient de se terminer. On est en 1950. Les gens ont souffert 1000 drames, 1000 souffrances, 1000 privations. Et l'idée du club du départ, c'est d'offrir à tous la possibilité de à nouveau faire la fête, faire l'amour, faire du sport, se rencontrer. C'est comme ça qu'est né le club. Pouvez-vous nous raconter votre parcours jusqu'au grand moment où vous prenez la présidence du Club Méditerranée après la démission de votre père ?
On va la jouer rapide, licence de sciences économiques. Pendant les vacances universitaires, le métier de géo, puis quelques années chef de village. Formidable métier dans lequel on est capable de tout faire. Et encore une fois, d'animer une équipe de géo pour leur apporter l'envie de séduire et de plaire à nos adhérents. Et puis après, directeur des opérations pour le club sur des pays formidables comme le Maroc. Et puis après 5 années d'exception à New York, patron du club pour les États-Unis. Gilbert avait décidé de partir à la conquête du monde et moi, il m'avait envoyé à New York. C'est les années Reagan, c'est des années où l'Amérique s'ouvre à tout le monde, où les immigrés sont bien reçus, où on peut redonner sa chance à chacun. Et 5 années d'exception, et puis retour à Paris, après un peu d'hésitation, nommé DGA du club, DG du club, président du club et viré du club. Mais avant, est-ce que vous étiez préparé à reprendre la présidence du Club Med ? Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de sujet là-dessus. Gilbert m'avait préparé, comme il avait préparé 2-3 autres personnes, puisqu'il nous avait mis en compétition pour voir quel était celui qui serait le plus à même de réussir. Et le conseil a eu la gentillesse de me choisir. Gilbert était quelqu'un, encore une fois, d'exception, qui avait envie de transmettre le club, qui était l'œuvre de sa vie. Et j'étais parfaitement préparé et j'avais les moyens de faire. Disons que le climat était un peu difficile. On sortait de la guerre du Golfe. Il y a eu un certain nombre de phénomènes. La reprise des essais atomiques en Polynésie qui a complètement arrêté, vidé nos villages de toute la zone Asie, qui était une zone importante en termes de profit, les grandes grèves contre la retraite déjà à cette époque, tout un ensemble de facteurs qui ont contribué à rendre les résultats moins bons que ce que le marché attendait et qui a fait mon départ du club. Un enchaînement d'événements, la récession, des choix stratégiques délicats ont provoqué donc votre éviction avec une grande brutalité. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Il se joue plein de choses parce que pour moi, le club, c'était pas un job, c'était ma vie. J'avais 50 ans à cette époque-là. Moi, je suis né en 46, le club est né en 50, donc toute ma jeunesse, c'est le club en vacances, c'est le club avec ses récits par Gilbert, c'est l'amour d'une boîte que je trouve passionnante. Donc le jour où quelqu'un vous dit c'est terminé, c'est beaucoup plus qu'un licenciement classique, c'est pour moi une rupture de ma vie. Moi je pensais que j'allais mourir au club et voilà, donc ça a été effectivement un peu violent, mais c'est la vie des affaires et ça fait partie du passé. Oui, ça fait partie du passé, mais que retenez-vous de cette épreuve ? Qu'est-ce qui s'est cristallisé à ce moment-là ? Écoutez, il se passe plein de choses dans votre tête. Des idées noires, des idées désagréables, des mauvaises pensées, des envies de plein de choses. Et puis la chance d'avoir une famille solide, une femme d'exception, un père pour qui, encore une fois, le club a été toute sa vie et ça s'arrête et il ne fait pas un mot de reproche. 2 fils formidables qui me disent on va refaire un truc ensemble. Voilà, c'est ça qui a déclenché la suite de l'histoire. Mais vous, en tant que tel, quelles sont les ressources et les qualités que vous avez déployées pour vous relever de cette humiliation intérieure ? C'est à la fois une leçon d'humilité, puisque vous étiez la veille roi du monde, le plus beau, le plus intelligent, le plus brillant, reçu comme un chef d'État dans tous les pays où vous allez, ou que c'est parce que c'est que la douane, la police, l'immigration, enfin voilà. Et puis la rencontre avec des milliers de gens, le club c'était 25 000 employés. Ce qui compte, c'est l'envie de se dire qu'on n'est pas fini à 50 ans, qu'on peut continuer à faire des choses, prendre de nouveaux risques, envie encore une fois, de rebâtir un truc, à la fois pour mon père qui était encore là à ce moment-là, avec mes fils, avec le soutien de la famille. J'aime pas le mot de revanche, mais c'est l'envie de dire, écoutez, on n'est peut-être pas aussi nul que ce que vous avez eu la gentillesse de nous dire, vous, les banquiers, les financiers, les journalistes, et puis ça se passe comme ça, et c'est comme ça que ça redémarre. Vous avez pu garder le cap et repartir avec courage sur un nouveau projet au Maroc, mais ce projet marocain s'effondre comme un château de cartes, plus d'argent. Malheureusement, vous perdez votre père, et c'est la descente aux enfers. Qui vous tend la main à ce moment-là ? Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que vous perdez tous ceux que vous croyez être des amis, perdez toutes les relations de travail pour qui vous étiez intéressant parce que vous étiez le patron d'une boîte et le jour où vous n'êtes plus patron d'une boîte, c'est terminé. Et surtout en France, où à la différence des États-Unis, en France, quand vous êtes viré d'une boîte, vous êtes quasiment marqué au fer rouge. Aux États-Unis, j'ai retrouvé des copains que j'avais rencontrés quand j'étais patron du club, à qui je commençais à raconter mon histoire et qui m'ont dit « Écoute, ne nous ennuie pas avec ton histoire, elle ne nous intéresse pas. Moi, j'ai été viré de Coca-Cola, moi, j'ai été viré de Procter & Gamble. Dis-nous ce que tu vas faire demain. Ce qui compte, c'est pas le passé. » Et c'est eux qui ont raison, quoi. Voilà, donc, ok, on tourne la page du club et puis on regarde d'autres horizons. Comment un déjeuner avec un ami DRH a tout changé ?
J'ai eu la chance de rencontrer effectivement après le départ du club un garçon d'exception, Laurent Choin, qui est DRH du groupe Mazars, qui m'a demandé d'intervenir un jour à une conférence à Reims. Et on avait gardé le contact. Et il fait partie des rares personnes avec Philippe Stark qui nous ont dit, écoute, si tu refais quelque chose, on va t'accompagner. Et à l'époque, Laurent était patron des ressources humaines des caisses d'épargne. Et donc, alors qu'on avait beaucoup de mal à monter le financement, il m'a aidé à faciliter des rencontres et les gens que j'ai rencontrés aux caisses d'épargne ont bien voulu accepter de financer le projet du Mama Shelter. Donc, tendre la main, saisir les opportunités, beaucoup de résilience. Et vous repartez avec cet esprit de famille qui est le fil conducteur de votre vie, avec vos fils, et vous vous relancez vers de nouveaux projets. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez lancé notamment les hôtels Mama Shelter ? On avait essayé d'abord de faire un projet au Maroc, qui était en fait un club med revu et corrigé. Pour des raisons X, Y ou Z, ça se fait pas. Et un soir, je rencontre une autre personnalité qui a marqué ma capacité à rebondir, qui est Cyril Aouizerat, qui est un gars exceptionnel, qui travaillait dans l'immobilier. Et on dîne un soir ensemble, et lui avait envie de faire d'autres choses. Et il me dit, écoute, ton truc au Maroc, c'est bien, mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Et au cours de ce dîner, on évoque l'idée de créer un lieu, en ville et à Paris de préférence, un hôtel, mais qui, à la différence des hôtels traditionnels, serait ouvert sur les habitants du quartier, de la ville, avec un fort aspect de restauration, ce qui n'existait pas jusqu'à l'arrivée des Mama Shelter, où un hôtel, c'était un lieu dans lequel on rentrait, on posait ses valises, on se prenait une douche et on sortait manger à l'extérieur. Il y a pratiquement peu de restauration dans les hôtels jusqu'à l'arrivée des hôtels lifestyle comme le Mama Shelter. Et donc on prend le pari de se dire on va créer un lieu qui va être ouvert sur la ville, qui sera pratiquement autour d'un bar et d'un restaurant avec des chambres au-dessus. Et c'est comme ça qu'est partie l'idée. Philippe Stark, encore une fois, est une des rares personnes qui m'a dit, moi, si vous refaites un truc, je le fais avec vous. Il a aimé le concept. Et c'est avec Philippe, Cyril et mes deux fils qu'on a travaillé sur le projet du Mama Shelter. Shelter, c'est cette notion d'un lieu ouvert à tout le monde. Et Mama, c'est la femme qu'on aime le plus au monde, c'est notre maman, qui est là, qui nous protège, qui nous fait à manger, qui nous remonte le moral quand il n'est pas bon. On a mis Mama Shelter ensemble et ça a donné cette formidable aventure. Très joli concept que vous avez créé. Et vous l'avez revendu au groupe Accor. Et vous avez relancé avec vos fils, puisque vous êtes insatiable en termes de projet, et avec Philippe Stark aussi, le nouveau concept Au Baby. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors d'abord, la page Mama Shelter n'est pas complètement terminée, puisque Accor nous a demandé de rester avec eux et de les accompagner dans leur développement. Et Jérémy, qui a été le DG de Mama Shelter toutes ces années, les accompagne sur la restauration et le design. Et puis moi, je travaille avec eux sur le développement. Et Au Baby, c'est un nouveau concept d'hôtellerie qui tient compte des enjeux d'aujourd'hui. Donc, le premier enjeu, c'est l'environnement. Donc, une fabrication de préférence en bois ou en tout cas avec du béton décarboné et donc avec un hôtel qui répond aux aspirations du monde d'aujourd'hui. Un hôtel qui sera abordable à tout le monde puisqu'on commencera les prix à 60 €. Un hôtel qui va être sexy et beau parce que c'est Stark qui le dessine. Et puis un hôtel dans lequel il y aura quand même un petit peu une restauration d'exception parce que c'est un grand chef étoilé qui va dessiner la table et c'est assez rare dans les hôtels économiques de pouvoir avoir la chance de se restaurer avec une carte imaginée par un chef étoilé et puis avec la patte de la famille Trigano pour apporter un peu de gentillesse, de chaleur et de fun. Voilà, et on a la chance d'avoir un fonds à Trim qui finance les 15 premiers hôtels et on est en train de signer toute une série de contrats pour implanter l'hôtel en France dans un premier temps. Pour vous, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut pour être un entrepreneur ? Il faut partir avec votre projet, il faut l'avoir dans ses tripes et dans son cœur. Il ne faut pas écouter tous ceux qui vont vous dire que ça ne marchera pas. Faut être prêt à passer des mauvaises nuits, à mettre tout l'argent que vous avez et à prendre tous les risques possibles, à vous dire que vous allez vous faire un nouveau cercle de relations, d'amis et de relations de travail, et d'accepter de passer des heures, des jours, des nuits à travailler sur le projet, à essayer de séduire des financiers, parce qu'à la fin de l'histoire, c'est avec eux que ça se fait. Et les banques traditionnelles travaillent sur les schémas d'hier, donc ont du mal à comprendre ce qu'on est en train de faire quand on invente un projet nouveau. Voilà, c'est de s'entourer d'une équipe qui va partir avec vous à l'assaut de votre projet et qui va accepter des moments difficiles et qui va se battre avec vous pour réussir. J'aime bien ce terme de gentillesse parce que c'est pas très à la mode la gentillesse. Non, mais c'est la marque de fabrique de gentil organisateur à gentil membre à aujourd'hui. Dans un monde, et on le voit malheureusement aujourd'hui, dans lequel la violence est partout, elle est au volant, elle est dans les hôpitaux, elle est monstrueuse.
Eh ben oui, moi je prône la gentillesse, je crois que c'est ça qui sauvera le monde, sans que ce soit stupide et ridicule, ce qui est assez facile à imaginer. Je crois que la gentillesse est une vraie vertu. Si les gens pouvaient réapprendre à être gentils, au sens noble du terme, je crois que le monde serait beaucoup plus beau. C'est une vertu que je vais mettre à l'honneur dans une bulle de coaching aussi, parce que c'est ce qui va permettre en fait de créer du lien et des amitiés durables aussi, et des relations même vis-à-vis des clients durables. Et quelle fierté avez-vous ? Non, ça c'est pas mon truc, moi, la fierté, l'emprunt. Moi je suis heureux d'avoir lancé le Mama et d'avoir avec mes fils imaginé un nouveau style d'hôtellerie qui aujourd'hui se répand à travers le monde. Je suis heureux de redémarrer avec mes fils l'aventure d'O-Baby. J'essaye de réimaginer des maisons de retraite d'un nouveau style, ce qui est aussi le projet sur lequel on travaille. On travaille aussi sur des projets d'une école hôtelière d'un nouveau style. Enfin voilà, donc il y a encore 1000 choses à faire. Oui, non, mais c'est cet esprit inventif, innovant. C'est bon. Moi, j'aimerais bien que vous nous en parliez de ces maisons de retraite formidables qui s'ouvrent. Bah écoutez, on vieillit et quand on vieillit, on se retrouve très souvent seul. On perd le compagnon ou la compagne de sa vie. Et le vrai enjeu pour moi, c'est la solitude. Et la solitude, même si vous avez un très bel appartement de 150, 200, 300 mètres carrés, vous êtes seul toute la journée à attendre la visite de vos enfants, de vos petits-enfants qui viendront peut-être ou peut-être pas. Donc moi, on essaye d'imaginer un lieu qui s'appelle Casa Barbara. Non seulement on l'imagine, mais il existe à Levallois. Et dans quelques jours, on ouvre une deuxième résidence à Nice. Voilà, dans lequel chacun peut à la fois vivre dans son appartement et en même temps, dès qu'il descend de l'appartement, il y a un restaurant, il y a un bar, il y a une salle de cinéma, il y a de la vie, il y a l'envie de rencontrer d'autres gens, l'envie de parler avec les autres. Et voilà, il faut donner du sens à cette vie, sinon on reste assis dans son fauteuil à regarder la télé et puis à bouffer des trucs dégueulasses. Et puis on meurt plus rapidement. Moi, je veux que quand les gens vont sortir de Casa Barbara, qu'ils se sentent plus jeunes que quand ils y sont rentrés. Ça, c'est un hymne à la vie. Serge, quelle est votre propre devise ? Ma devise, c'est celle de Churchill, qui disait « La chance n'existe pas. Ce que vous appelez la chance, c'est l'attention portée aux détails. » Et je trouve que c'est une jolie devise. Il faut, dans nos métiers, dans le tourisme et autres, il faut être vigilant sur chaque détail des hommes, des femmes qui nous accompagnent, chaque détail du design des lieux. Et si vous êtes attentif à chacun des détails, alors la réussite est là. Avez-vous un message adressé à vos fils ? Je les aime. Serge, je vous remercie vivement d'être venu partager avec votre simplicité et votre gentillesse la richesse de cette expérience entrepreneuriale inédite au travers de cet épisode. Nous retiendrons particulièrement cette leçon de résilience et d'amour familial, véritable socle de votre réussite collective qui procure, je le dis franchement, beaucoup de plaisir quand on vous écoute. Je vous souhaite de poursuivre avec vos fils le développement de toutes vos entreprises et de vos multiples projets foisonnants qui permettent de rassembler les gens à n'importe quel âge de la vie, tous milieux confondus, dans des lieux improbables, pour savourer le beau, le bien et le bon. Et enfin, distiller sans limite cet esprit de joie qui est votre ADN. Alors j'imagine aisément la fierté d'un grand-père et d'un père de voir de leur petit coin de paradis une relève si talentueuse et soudée. Pour conclure, chers auditeurs, je vous propose comme réflexion cette dernière citation selon Lionel de Londagba. La persévérance accepte l'échec, se relève et continue son chemin. Alors que la saga familiale Trigano continue de nous faire rêver encore très longtemps et surtout en grand. À très bientôt.